5 mai 1994, aéroport de Sao Paulo. Le Brésil pleure une idole. Ayrton Senna da Silva, pilote de Formule 1, mort en course à 34 ans, au sommet de sa gloire et de son art. Les Brésiliens pleurent Ayrton, trompent la mort chevaleresque et couvert d'honneur. Le Brésil se recueille sur la dépouille de Senna, incarnation de la réussite, dans un pays miné par les crises économiques. Une success story achevée après le 300 km/h sur le circuit italien d'Imola. Les images de l'accident et des funérailles ont atteint plus de 2 milliards de téléspectateurs à travers le monde. Jamais, peut-être, la mort d'un champion n'a provoqué une telle émotion universelle. Les funérailles de Ayrton Senna, ce sont des funérailles nationales, c'est les funérailles d'un chef d'État. Les gens qui étaient sur place ont été très étonnés de cette ambiance très particulière qui régnait à Sao Paulo, qui est une ville de fous. Et ce jour-là, le calme absolu. On enterrait un dieu. Ce fut le jour le plus noir de ma vie. Parce qu'on n'accepte pas qu'Ayrton Senna, cette idole, puisse mourir. Au Brésil, les matchs de foot se sont arrêtés. Senna venait de mourir, les joueurs s'agenouillaient sur le terrain. Ça a été un choc terrible. L'idole était tombée. L'idole avait chu. There is a certain amount of danger in motor racing. So anytime you go driving, testing or racing, you are exposed to some risks. There are calculated risks and there are unexpected situations that can happen. And you can be gone, just in a fraction of a second. So you realize that you're nobody. Suddenly you're nobody, and your life can have an end sudden. This is part of your life, and you either face it in a professional, in a cool manner, or you just drop it, just leave it and don't do it anymore, really. And I happen to like too much what I do to just drop it. I can't drop it. It's part of my life. Nous sommes à 3 jours du Grand Prix de San Martin, disputé en Italie sur le circuit d'Imola. Ayrton Senna arrive avec son avion privé du Portugal, où il réside quand la Formule 1 pose ses bagages en Europe. Ce jeudi matin, place aux obligations commerciales. Le champion lance un vélo à son nom. À 34 ans, le pilote milliardaire consacre de plus en plus de temps à ses affaires. Mais ici, en Italie, l'enjeu est sportif. Le champion s'apprête à jouer une carte majeure dans sa carrière de pilote. Après un début de saison raté, Senna doit gagner à Imola. Une année cruciale pour le Brésilien, triple champion du monde, mais dont le dernier sacre remonte à 3 ans. Après 10 ans de compétition, Senna est un vétéran de la F1. Mais il vise toujours le record de Fangio, 5 fois couronné. Pour atteindre son objectif, il n'a pas hésité à quitter il y a quelques mois l'écurie McLaren, où il a tout gagné, pour rejoindre Williams-Renault, l'attelage champion du monde l'année précédente, avec le Français Alain Prost. Ayrton changeait d'équipe. Il venait de l'équipe McLaren, et chez McLaren, on a un très grand respect pour les pilotes. On les chérit. Chez Williams, ça n'a pas été le cas. Ce n'est pas encore le cas. C'est une écurie britannique jusqu'au bout des ongles, froide, je dirais, froide. L'ambiance est froide. Je dis ça parce que Prost, qui a été chez Williams en 93, l'année d'avant, me l'a dit. Et donc, peut-être que ça aussi, ça a joué sur Ayrton, lui, qui avait besoin d'affection, parce que ces pilotes de Formule 1, finalement, sont des grands solitaires. Au moment où vous installez dans la voiture, que vous mettez votre casque, vous êtes tout seul. Et donc, il faut qu'il y ait quelqu'un autour de vous. Il faut sentir cette espèce d'osmose de toute l'équipe, des 100 personnes de l'équipe qui sont là sur le Grand Prix, autour de vous.
et je ne sais pas si c'était le cas chez Williams. Il pense arriver dans une écurie où la voiture est la meilleure du plateau, parce que son idée, c'est évidemment d'avoir la meilleure voiture et d'être immédiatement champion du monde. Et là, sur le plan technique, il s'aperçoit que la voiture dont il rêvait n'est pas du tout celle-là, en fait. C'est une voiture un peu vicieuse, dans les hautes vitesses. Le pilote ne sent pas vraiment en confiance dedans. Ayrton s'aperçoit très vite, dès les premiers tours de roue en essai privé, quelques semaines avant le début de la saison, que ça va être très difficile. La voiture n'est pas particulièrement réussie. C'est une voiture qui peut être rapide, mais dont le créneau d'utilisation est extrêmement étroit. Et seul un pilote hyper doué, je dirais, est peut-être capable de l'utiliser dans ce créneau très étroit. Je me souviens bien de lui venant me voir et me disant « La voiture est vraiment difficile à conduire, il y a quelque chose qui cloche du côté de l'aérodynamisme, nous devons l'améliorer. » La voiture n'est pas compétitive pour l'instant, mais malgré ça, il a réussi à mettre la voiture en pole position au début de saison. C'était vraiment grâce à lui, pas du fait de la voiture. Quand il arrive à Imola, Senna n'a peut-être pas encore apprivoisé son nouveau bolide, mais il reste le roi incontestable de la pole position. Cet exercice de vitesse pure, quand il faut se montrer le plus rapide sur un tour lancé pour partir numéro 1 sur la grille de départ. Un seul défi pour Senna, aller plus vite que les autres. Une soif de vitesse qu'il habite depuis 20 ans, depuis juillet 1974. Première compétition et première victoire en kart. À 14 ans, chez lui, à Sao Paulo. C'est l'époque où le jeune Ayrton passe des heures dans l'atelier de Lucio Pasquale Gascon, dit le Che, son premier mécanicien, témoin privilégié des exploits du jeune surdoué. C'est une photo historique, parce qu'elle me montre en train d'abaisser le drapeau de la victoire devant un pilote. Avec le temps, on saura que c'est le fameux Ayrton Senna. Je l'aimais bien parce que c'était un garçon tranquille. Il se donnait à fond, parce qu'il faisait ce qu'il aimait. Il entrait en piste avec l'ambition de gagner. Il s'est d'ailleurs habitué à gagner, gagner, gagner. Depuis les années 70, la victoire n'a plus quitté Senna. Senna est son emblème, son casque, dessiné par Cid Mosca, l'homme qui a modelé le visage du Brésilien en course. Ce casque au jaune flamboyant, depuis 20 ans synonyme de peur et de défaite pour ses adversaires. Ayrton devait participer à son premier championnat mondial de kart. Et il devait porter les couleurs du Brésil, qui sont celles-ci, le vert et le jaune. J'ai pensé à faire prédominer le jaune, qui est une couleur plus jeune, plus vibrante. La manière avec laquelle je voyais Ayrton piloter, c'était comme si ses bandes semblaient lui sortir des yeux. La position de pilotage est celle-ci, porteuse d'agressivité. Ayrton était toujours un pilote agressif, toujours en quête de la victoire. Senna, compétiteur né, sa rage de gagner et ses coups de génie bâtissent sa légende et son aura. Mais le don ne suffit pas. Si, en 1994, il en est là, s'il a remporté 41 Grands Prix, s'il est devenu un mythe vivant de la course automobile, c'est à force de persévérance, de perfectionnisme. À l'automne de sa carrière, ses succès feraient presque oublier que rien n'était gagné pour le jeune Ayrton. Ce fut intéressant et marquant de voir ce garçon si fragile, si maigre, avec un regard si pénétrant, qui savait ce qu'il voulait de la vie. Au début, il n'arrivait même pas à courir. Sur les pistes d'athlétisme, on développait la force, la résistance aux situations adverses, la résistance à la frustration. Parce que souvent, alors qu'il venait de faire 40 tours de piste et qu'il était sur le point de terminer, je lui disais « Ayrton, 10 tours de plus ».
À la fin de l'entraînement, il me disait « Au moment où tu m'as dit 10 tours de plus, j'ai eu envie de te tuer, je n'en pouvais plus, je voulais en finir. Ce n'était pas correct de ta part. Mais je voulais améliorer ses capacités de résistance à la frustration. » Aller au-delà de ses limites. Comme à Monaco en 1988. Senna, en état de grâce, survole les essais et marque à jamais l'histoire des sports mécaniques. À la quête du meilleur temps, il ne cessait de s'améliorer jusqu'au moment où lui-même a expliqué être entré dans une espèce de dimension qui jusque-là lui était inconnue, une espèce de tunnel où il avait l'impression qu'il n'avait plus totalement la maîtrise de la situation. Il allait de plus en plus vite, il ne savait pas jusqu'où il pouvait aller comme ça dans un domaine, mais dans un éclair de réflexion, il a décidé de s'arrêter au stand et de ne plus conduire ce jour-là. Ce n'était plus du domaine presque de l'humain. Et si vous voulez, ça cadrait très bien avec le physique de ce personnage. Parce que quand il vous expliquait ses tours de qualification, avec ce regard qu'il avait, ce visage d'archange, c'était extrêmement impressionnant. Et je dirais que c'est un des pilotes qui, de ce point de vue-là, c'est le pilote qui, de ce point de vue-là, m'a le plus impressionné. C'est surtout sous l'orage que Senna laisse tout le monde sans voix. Quand ses adversaires partent en girouette, le passager de la pluie semble voir ce que les autres ne perçoivent pas. Sous les trompes d'eau, le Brésilien rend palpable l'illusion d'un sixième sens. Aujourd'hui, nous avons cette pluie si romantique, si agréable au Brésil. Parlons donc d'Ayrton sous la pluie. Tout le monde disait qu'il adorait courir sous la pluie, mais lui détestait. Il me disait « Nuno, c'est horrible parce que je ne vois rien devant sinon le sillage des pneus. Mais moi, je ne lève pas le pied comme le font les autres. » Ça, c'est le courage de s'engager et de persister en donnant le maximum. Il avait peur et trouvait horrible de courir sous la pluie, sauf qu'il ne levait pas le pied. Quel spectacle! Ça, c'est Ayrton qui fait des siennes. C'est le premier jour des essais. À Imola, troisième course de la saison, il est temps pour Senna d'être à la hauteur de son rang. Il a abandonné lors des deux premiers Grands Prix, au Brésil et au Japon, deux épreuves remportées par son nouveau challenger, le jeune Allemand Michael Schumacher. Pourtant, ses proches l'affirment, Ayrton semble afficher une sorte de détachement face à ses inhabituelles contre-performances. À 34 ans, après 10 ans d'une fabuleuse carrière, le solitaire obsessionnel montrerait-il un visage plus humain? Il s'ennuie. Il faut dire les choses comme elles sont, il s'ennuie. D'ailleurs, il l'a dit. Cette année-là, TF1 bénéficie des commentaires sur un tour de caméra embarquée d'Ayrton Senna. Ayrton enregistrait son commentaire le vendredi matin dans son tour d'installation, on va dire ça. Il parlait, il disait, bon voilà, on quitte les stands, là on arrive sur tel virage, on passe en quatrième, ici il faut freiner, la voiture doit être comme ça et comme ça et comme ça, etc. Au milieu de son analyse technique, Ayrton Senna lance quelques mots étonnants. Un message à destination du Français Alain Prost, son éternel adversaire, désormais retiré des circuits. Il y avait les autres, mais les 22 autres, ou 23 autres, ils ne comptaient pas. Comptait son ancien ennemi mortel, Alain Prost, qui n'était plus là, qui était devenu commentateur, qui faisait autre chose. Et on s'est rendu compte que la vie de la Formule 1 n'était plus la même pour Ayrton. Tous ces problèmes au cours de ce début de saison lui font mesurer
à quel point Prost lui manque vraiment. Il n'a plus cette référence. Son adversaire de toujours, ça a été Prost. Prost et Senna, un duel comme on n'en a jamais vu dans l'histoire de la Formule 1. Un combat tantôt superbe, tantôt délétère, qui atteint son apogée à la fin des années 80, quand les deux hommes sont équipiers chez McLaren. Une guerre ouverte entre deux immenses champions, si proches et si lointains. Senna avait une approche différente de celle de Prost. Prost voyait la course comme non pas un aboutissement, mais une route vers le titre mondial. Il a fallu des années à Senna pour comprendre cela. Senna, il voyait la course qu'il disputait comme une fin en soi. Donc il fallait qu'il la gagne. S'il ne la gagnait pas, ça ne l'intéressait même pas de marquer le moindre point. Un mano à mano aux airs de tragédie antique. Grand Prix du Japon 1989. La course est décisive pour l'attribution du titre mondial. Senna, victime de mauvais départ, rattrape Prost, mais le Français ferme le virage et pousse les deux voitures dans le décor. Prost abandonne, Senna lui repart et gagne la course. Mais, jugé responsable de l'accident, le Brésilien est disqualifié. Prost est champion du monde. Après la course, Senna, meurtri, laisse éclater sa rancœur et scelle la brouille entre les deux hommes. I never caused the accident in Suzuka. I was blamed for everything and I was penalized for everything. I was treated like a criminal. So, of course, I thought about stopping. I thought about going home, not coming to Australia. But as I said before, racing, competing, is in my blood. It's part of me. It's part of my life. I've been doing it all my life. And it stands up before anything else. Un an plus tard, des centaines de millions de téléspectateurs sont présents pour le rendez-vous de Suzuka, à nouveau décisif pour l'attribution du titre. Prost est passé chez Ferrari, et c'est lui qui cette fois doit gagner la course. Il prend un meilleur départ, mais au premier virage, Senna le percute. Les deux voitures sont hors course. En provoquant cet accident, Senna devient champion du monde. Notre guerre fratricide était une guerre qui nous a servi un petit peu à tous les deux, qui était dans le cadre du sport, qui dépassait un peu le cadre du sport de temps en temps, mais qui était en même temps tellement belle, tellement incroyable que avant qu'on en trouve une comme ça, je crois peut-être qu'on n'en trouvera peut-être plus jamais, je ne sais pas, parce qu'il y en a eu très peu, si ce n'est pour ainsi dire pas, dans le passé. A special hello to our dear friend Alain in France. We all miss you, Alain. Alors, ce vendredi matin à Imola, Ayrton Senna est-il saisi par la nostalgie? Lui qui doit désormais apprendre à gagner sans Alain Prost. Le Français qui s'apprête à vivre le Grand Prix comme commentateur auprès de Jean-Louis Moncey. La paix était faite. Et je vous dis, maintenant, avec le recul du temps, je me dis que s'il y a un signe du destin, eh bien celui-là en était un. Vendredi 29 avril, midi, la première séance d'essai officiel débute. Ayrton Senna signe, comme d'habitude, le meilleur chrono. Le médecin-chef du Grand Prix, Giuseppe Piana, ne perd pas une miette de cette corrida mécanique quand, à 13h20, un premier accident marque le début d'un week-end de cauchemar. On arrive à l'entrée de la variante basse, là où exactement le vendredi, il s'était passé peu de minutes depuis le début des essais, quand la voiture de Barrichello entre à 240 km/h. Elle finit sur les graviers et va heurter le mur, et là la voiture se retourne. La monoplace de Rubens Barrichello est pulvérisée. Le jeune Brésilien est transporté à l'hôpital du circuit. La violence du choc fait craindre le pire, notamment à son parrain en Formule 1, Ayrton Senna. Je rentre dans la salle d'urgence et qui vois-je en face de moi? Ayrton Senna. Je lui demande, mais par où es-tu entré?
par là, de l'autre côté. Il était rentré en escaladant un portail de 2 mètres. Ensuite, il me dit « Je veux le voir, je veux voir Rubens. On ne peut pas, je veux le voir. » Ele tomou susto, ele está meio chocado, mas ele está bem, ele não tem nada quebrado, aparentemente. Les journalistes brésiliens, suspendus aux lèvres de Senna, qui rassure la nation sur l'état de son compatriote. Comme un symbole de l'icône absolue qu'il est devenu dans son pays. Par son panache, par ses triomphes, par son amour immodéré du drapeau national. Ayrton Senna est l'incarnation du Brésil qui gagne, son meilleur ambassadeur. Il a pris l'habitude de brandir le drapeau à chaque victoire, en démonstration de patriotisme envers la nation. Une nation qui avait tout pour marcher et qui marche. Il le montrait aux Brésiliens et la nation avait exactement besoin de cela. Dès qu'il le peut, le champion vient se ressourcer sur sa terre natale pour des vacances dorées. Villa luxueuse, jouets de milliardaires, farniente et sport nautique. Surtout, au Brésil, le démon des circuits s'apaise en retrouvant son clan familial qu'il chérit. Ayrton Senna n'a pas d'enfant. En 1994, le meilleur parti du Brésil a une fiancée, mais il donne la priorité à son métier. Pour l'instant, c'est donc avec ses nièces et ses neveux qu'il peut retomber un peu en enfance et s'adonner à des jeux dont la vitesse n'est jamais vraiment exclue. Malgré sa fortune, Ayrton n'oublie pas les misères de son pays. 2 mois avant Imola, il a d'ailleurs confié à sa sœur l'idée d'une association pour les enfants défavorisés du Brésil. Un projet ambitieux, imaginé dans ses bureaux de Sao Paulo, qu'il a volontairement installé dans un quartier populaire. C'est de là qu'il gère ses fructueuses affaires. Sous l'œil de Fangio, l'icône absolue de la F1, le seul pilote dont il accepte peut-être l'héritage. Il a fallu de longues années à Senna, le Brésilien, l'enfant de Sao Paulo, pour réaliser son rêve. Franchir la ligne d'arrivée en vainqueur, chez lui, sur le circuit d'Interlagos, théâtre de ses premières courses de kart. 3 ans avant Imola, en 1991, il s'adjuge enfin la victoire, peut-être la plus chère à son cœur. Une course héroïque où Senna va plus loin que ses forces. La boîte de vitesse de sa McLaren est cassée et il n'a plus que 2 ou 3 vitesses utilisables. Le Brésilien termine ce Grand Prix légendaire, perclus de crampes. On est dans le dernier tour et là, par le truchement de la radio de bord, on entend des hurlements. Et d'ailleurs, nous, les commentateurs de télévision, on regardait, mais qu'est-ce qui se passe? C'était Ayrton qui hurlait à la fois de douleur, parce qu'il fallait qu'il aille au bout avec les bras, les mains paralysées. Et en même temps, il y avait là-dedans une sorte de cri de libération, parce que finalement, il gagnait ce Grand Prix. Il en avait tellement envie, c'était pour lui une chose tellement importante, tellement cruciale. À la fin de cette année 91, Senna coiffe sa 3e couronne mondiale. Il rejoint Niki Lauda, Jackie Stewart ou Alain Prost au panthéon des pilotes les plus titrés de l'histoire. Surtout, il est consacré comme la plus grande idole brésilienne.
Second jour des essais. Séance cruciale pour la qualification. À peine 24 heures après l'accident de Rubens Barrichello, c'est le drame. La Simtek Ford de l'Autrichien Ratzenberger sort d'un virage à plus de 300 km/h et percute le rail de sécurité. L'impact a été énorme. Il exécute 7 ou 8 têtes à queue jusqu'à ce que la voiture, ou les restes de la voiture qui avaient perdu 3 roues, s'arrêtent ici. Et je me souviens d'une image terrible sur les caméras. À peine la voiture s'est arrêtée, j'ai vu la tête du pilote s'incliner sur la droite. Et ceci fut un très mauvais signe. Roland Ratzenberger, 34 ans, comme Ayrton Senna, mais 53 jours de Formule 1 contre 10 ans aux Brésiliens. Pour ce néophyte, ce Grand Prix d'Imola, c'est l'arrivée dans le concert des grands. L'enjeu, c'est la qualification, pas la victoire. Pour se faire un nom, Ratzenberger est prêt à tout donner. Ce samedi 30 avril, dans la fournaise d'Imola, il en paye le prix. C'était un moment où vous êtes dans la voiture, le casque sur la tête, vous regardez les écrans et vous attendez juste votre sortie pour le tour de qualification. Et les qualifications, c'est vraiment stressant. On prend vraiment beaucoup de risques. La pression est terrible. À l'époque, c'est sans conteste la plus grosse pression de tout le week-end de course, donc vous êtes nerveux, concentré, et soudain nous avons tous vu sur les écrans l'accident de Ratzenberger. Nous avons tous vu le médecin du circuit, le professeur Watkins, lui faire un massage cardiaque, et on savait tous que si on lui faisait un massage cardiaque, c'était très mauvais augure. C'était vraiment un moment difficile. Je me souviens que j'ai quitté la voiture, je suis rentré au motorhome en me demandant si ce n'était pas le moment d'arrêter ma carrière. Ayrton était à mes côtés, debout, et nous avons vu en direct l'accident de Ratzenberger. Ça a été très impressionnant, parce que bon, nous avons bien compris qu'il était mort. Et lui, il l'a vu aussi. Et je l'ai vu se décomposer. Nous étions en pleine séance d'essai, et j'ai vu que quelque chose de grave se passait en lui. Il a blémi, il n'est plus remonté dans la voiture. Vous savez, à ce niveau de pilote, c'est quelque chose, ça compte, parce que c'est leur métier. Je veux dire, ils savent évaluer les risques, ils savent exactement ce qu'ils font. Ce qui arrive aux uns n'arrive pas nécessairement aux autres. Ayrton est un pilote de très haut niveau. Il n'avait jamais rien eu, hein, comme ainsi. Il ne faut pas l'oublier. De ce point de vue-là, et même il appartenait à cette race de pilotes inatteignable, pratiquement. Et là, devant lui, un homme se tue. Bouleversé, Senna, qui n'a jamais vu la mort en course, arrête les essais. 2 heures après l'accident, il se rend à l'hôpital du circuit pour demander des nouvelles de Ratzenberger au docteur Piana. Je secoue la tête tristement. Il ne me répond pas, il comprend la situation. Il se tourne et sans mot dire, sort de l'hôpital, tête baissée. Les jours suivants, j'ai rencontré un commissaire qui m'a dit « J'ai vu Senna sortir de votre hôpital, il rentrait vers son box, et il était en train de pleurer. » Ça, ce fut un épisode extrêmement touchant, car Senna s'intéressait au sort de son compatriote, bien sûr, mais aussi à celui du dernier pilote arrivé, un pilote encore inconnu. À quoi pense Ayrton Senna ce samedi soir? À la course du lendemain? À la victoire obligatoire? Ou bien, une fois revenu dans sa modeste chambre d'hôtel, songe-t-il à la mort? Celle de Ratzenberger, le 100 grades, qui ramène la Formule 1 à la réalité après 12 ans de course sans accident fatal, à tel point qu'on avait presque oublié qu'on pouvait mourir sur un circuit. Dimanche 1er mai,
Jour de Grand Prix. Le 161e de sa carrière pour Ayrton et sa monoplace partira du rang numéro 1. Au briefing du matin, quelques pilotes emmenés par Senna ont promis de se retrouver dans 15 jours à Monaco pour discuter de la sécurité sur les circuits. Ce dimanche matin à Imola règne une atmosphère particulière. L'ambiance était forcément lourde parce que bon, un pilote était mort la veille, mais la course était en train de reprendre ses droits. À partir de midi, bon, le paddock vivait de façon tout à fait normale, les motorhomes étaient pleins, il y avait beaucoup d'invités, la vie reprenait son cours. Le départ qui approche, c'est toujours un moment très fort sur un Grand Prix. On commence à entendre des bruits de moteur. 30 minutes avant le départ, les voitures peuvent venir se mettre sur la grille. Toute cette période-là, la tension monte vraiment. Je me souviens, il faisait un temps extraordinaire, très beau. Donc, on s'attendait à une belle course, finalement. Et c'est vrai que Ratzenberger, peu à peu, déjà, on l'oubliait. Et Ayrton, ce dimanche matin, a-t-il oublié la mort de l'Autrichien? Le pilote, monstre de concentration, a-t-il déjà repris le dessus? Vraiment, il s'enfermait dans une bulle qu'il était assez difficile de percer, de pénétrer. Il y a des pilotes très sympas, on leur tape dans le dos, salut, ça va. Lui, même en le connaissant bien, il y avait toujours cette distance que l'on respectait de fait parce que sa personnalité était tellement forte qu'on n'avait pas envie de le déranger comme ça. Sur le plan mental, il était très solide, bien plus que la plupart d'entre nous. Sa manière de se concentrer était sûrement bien en avance sur celle des autres. Donc la façon dont il pouvait se concentrer pour une course ou les qualifications, c'était très impressionnant. Après les courses, il me faisait des confessions fantastiques. Il n'entendait pas les bruits. Il ne voyait pas les gens. Lors d'une course en Espagne, le premier bruit qu'il a entendu, c'est le ronflement de son moteur lorsque le feu vert s'est allumé. À travers la méditation, il parcourait le circuit avant. J'étais sidéré par cette capacité de mentalisation, de programmation mentale qu'il a réussi à développer grâce à notre travail. À l'appui de sa concentration, Senna ne s'en cache pas, il y a aussi la foi. Il croit en Dieu, intensément, et le proclame, comme après son premier titre de champion du monde en 1988. Eu tive uma experiência muito especial, onde eu senti realmente muito forte a presença dele naqueles dias, naquele dia em especial da prova. Eu senti realmente que eu estava com ele, que ele estava comigo. É uma situação que com certeza tanta gente já passou, mas pouca gente tem coragem de dizer, porque é uma situação muito delicada. E eu, no entanto, não tenho medo de dizer. O Ayrton, ele creu muito em Deus. Ayrton croyait beaucoup en Dieu, mais ce n'était pas du mysticisme. Il lisait la Bible. Et il croyait, comme le reste de la famille, en Jésus, en Dieu. Il croyait que Dieu l'aidait beaucoup. C'était sa foi en Dieu. Essa que era a fé dele em Deus. E levava a Bíblia com ele. Il voyageait avec la Bible, qu'il lisait dans ses chambres d'hôtel. C'était quelque chose de merveilleux. Eu acho que foi uma coisa maravilhosa nesse sentido. Il ne faisait pas de prosélytisme, il n'essayait pas de convaincre les gens, simplement il était croyant. Point final, il a eu tort d'en parler, ça a effectivement été mal interprété, mais jamais, jamais, au grand jamais, il ne s'est pensé protégé ou à l'abri d'un problème, la preuve, parce qu'il était croyant. Pas du tout.
Il est 13h30. Le grand barnum de la Formule 1 se met en place. Le départ de la course est prévu à 14h. Senna emporte un petit drapeau autrichien qu'il compte brandir à la fin de la course en hommage à Roland Ratzenberger. Mais un détail surprend les observateurs. Senna qui restait toujours sanglé à bord de sa voiture au moment d'un départ. Ce jour-là, effectivement, il est resté dans sa voiture, sanglé, mais petit détail, ce qu'il faisait très rarement, il avait enlevé son casque. Donc on voyait son visage, effectivement, grave. Je connaissais tous les rituels qu'il pratiquait avant la course. Et ce jour-là, il a enfreint tous ces rituels. Il a tout fait différemment, comme s'il savait ce qui allait arriver, ou, pour le moins, qu'il y avait quelque chose qui clochait dans sa voiture, de la manière dont il la regardait. Il ne l'avait jamais fait. Il a eu une attitude inédite en disant « Cela m'a beaucoup remué, ému ». D'après ce que je savais d'Ayrton, il semblait qu'il avait l'intuition de quelque chose. La série noire continue. Dès le départ, une collision entre deux pilotes interrompt brièvement la course. Feu vert, accident. Un accident, des roues partout. Un pilote avait escaladé la voiture d'un autre. Il y avait des roues dans les tribunes. Enfin bon, pas de blessés heureusement. Mais on démarre et ce Grand Prix part, comment dirais-je, en chaotant. En attendant l'évacuation des débris de la piste, les monoplaces suivent une voiture de sécurité, à vitesse réduite, pendant 6 tours. Puis, on libère à nouveau la meute. Senna a déjà pris la tête, Schumacher à ses trousses. Il fonce à plus de 300 km/h vers le virage de Tamburello. Il est 14h18. Là, sur ce moniteur, on voit qu'une voiture sort de la piste et heurte violemment le mur de Tamburello. Je regarde scrupuleusement ce moniteur-là. Je compte jusqu'à 8. Je me rends compte que le pilote ne sort pas. Je me lève, donne un coup de poing sur la table et lance l'alarme. Le pilote ne sort pas. Le pilote ne sort pas. Je me souviens juste que j'étais derrière Schumacher. Il y avait Ayrton, Schumacher et moi. Et quand je suis arrivé à Tamburello, il était dans les graviers. Des morceaux de sa voiture volaient. Mais vous savez, il était plutôt à la sortie de Tamburello. Quand j'ai eu mon accident dans le même virage, c'était à l'entrée de la courbe. Alors j'ai pensé, avec l'angle, ça doit aller. Il ne doit pas être trop mal. Je n'avais aucune idée de la gravité de l'accident. J'ai vu là, c'est même pas une grimace, c'est le masque terrible de Prost, serrant les dents, voyant ça, voyant la Williams arrêtée, le casque de Senna immobile. Est-ce qu'on a rêvé à ce moment-là ou pas? J'en sais rien. On a vu le casque bouger 1/10 de seconde. Alors que beaucoup de gens ont eu le sentiment que le petit mouvement de tête de Senna était bon signe, moi j'ai eu vraiment l'impression que c'était son dernier souffle et que c'était fini. Alors que la coque pourtant était intacte, mais je l'ai ressenti comme ça. On se disait, il est mort. Vous savez, de temps en temps, vous avez cette espèce de perception extrasensorielle. Qu'est-ce qui nous a fait croire ça? Peut-être que c'était la dramaturgie du moment, peut-être que c'était le poids du moment. De voir, j'ai fait un papier plus tard, c'était l'archange qui était par terre. Voilà, tombé, c'était fini. J'étais à la maison avec ma famille et nous avons assisté à l'accident. Au début, nous espérions que rien de bien grave n'était arrivé.
Naturellement, le temps passant, nous nous sommes rendus compte que la situation était plus grave que nous le pensions. À quel moment avez-vous craint que ce soit grave? Quand il n'est pas sorti de la voiture. Et les instants suivants, quand on lui a porté secours en piste. Vous avez pressenti le pire? Oui. On pouvait imaginer le pire. Immédiatement, une voiture médicale postée à proximité du mur de Tamburello intervient. À son bord, Giuseppe Pezzi, médecin réanimateur. Il avait un saignement important et surtout, il était inconscient. Mais il avait un pouls régulier. Toutefois, on voyait que la situation était critique. On ne pouvait donc pas dire qu'il était mort? Absolument pas, car le patient était vivant dans le sens où il avait un pouls, une activité respiratoire propre. Donc le pilote était vivant, même si dans un stade de coma profond, avec des dommages cérébraux évidents. Pendant que les trois réanimateurs tentent un geste désespéré, avec la radio, j'appelle la direction de course et je lance ce message. Code 3, Charlie en piste. Je mis alors en route ce qui était l'extrême procédure d'intervention sanitaire d'urgence en piste, c'est-à-dire l'atterrissage de l'hélicoptère sur la piste. La décision est exceptionnelle. Il est 14h35 quand Ayrton Senna est transporté à l'hôpital Maggiore de Bologne. On n'entendait plus le bruit des moteurs, on n'entendait plus le bruit des... même pas le murmure des spectateurs. C'est vrai que c'était très pesant et surtout, là d'un seul coup, on s'est souvenu de l'accident de la veille et de celui de Barrichello 2 jours auparavant. Donc on s'est dit, ah non, pas Senna. C'est terrible de dire ça, mais c'est vrai, pas lui. Après le transport du patient dans l'hélicoptère, je suis rentré à mon poste. Personne, même les commissaires, n'ont osé me demander ce que j'avais vu. Ils ont observé que je suis rentré à pied de manière silencieuse et donc ils ont respecté ce sentiment. Encore aujourd'hui, ce souvenir me vient toujours avec beaucoup d'émotion, mais un grand silence. La course pourtant va jusqu'à son terme, malgré un dernier accident, où une monoplace fauche 3 mécaniciens. L'un d'eux est grièvement blessé. Le spectacle se poursuit jusqu'à l'absurde, jusqu'à cet improbable podium qui célèbre le vainqueur du jour, Michael Schumacher. Ultime concession à la décence, le champagne ne coule pas ce jour-là à Imola. À l'hôpital de Bologne, les tentatives des médecins n'y font rien. À 17h30, le cœur de Senna bat toujours, mais le Brésilien est bientôt en état de mort cérébrale. Les journalistes agglutinés aux portes du service de réanimation attendent fiévreusement l'annonce d'une issue qu'ils savent désormais fatale. Mot du père Amadeo, qui a témoigné de tout ceci dans la chronique religieuse de l'hôpital Maggiore. Devant la porte, il y avait beaucoup de monde qui attendait de recevoir des nouvelles sur le sort du pilote brésilien, qui était un grand champion. Le père Amadeo a prodigué l'absolution. Il a conjuré les flammes de l'enfer. Il a prié en le recommandant au Seigneur. Il était près de 18h30 et vers 18h40, ils l'ont déclaré mort. C'est la chef du service réanimation de l'hôpital de Bologne qui délivre au monde l'annonce officielle du décès dans une ambiance électrique. Je me rappelle qu'en entrant, je fus comme assaillie par les micros et les journalistes. Il a même fallu 2 policiers pour me faire de la place, car je ne pouvais même pas rentrer dans la pièce.
Ce qui était angoissant, c'était de ne pas pouvoir répondre de manière positive à des attentes qui existaient à l'échelle mondiale. Et surtout d'avoir été impuissant, car plus rien ne restait à faire pour arracher de la mort une personne jeune. En plus, il avait un aspect héroïque. Moi, je dis toujours qu'il s'agissait d'un héros. Il avait une dimension comme pilote, certes, mais aussi comme être humain. Je pense qu'il s'agissait vraiment d'une personne rare. Dans ma tête, il était immortel. Il ne meurt pas. Il ne peut pas mourir. Je me suis retrouvé en morceaux. Parce que c'était un citoyen qui perdait un Brésilien, qui était pratiquement un fils, qu'il avait caressé, si fragile, si faible, et qui était devenu si fort et si puissant. Et puis il y avait le professionnel, de 40 ans de métier, qui voyait toute son œuvre cassée, perdue, détruite. En un instant, dans un flash, en un rien. En un rien, tout a été fini. C'est très fort, très difficile, terrible pour moi. Comment Ayrton Senna, ce surdoué qui n'a cessé de repousser les limites de l'impossible, a-t-il pu briser sa flamboyante trajectoire? Premier accusé, le virage de Tamburello. De funestes mémoires pour l'ami de Senna, l'Autrichien Gerhard Berger, qui 5 ans auparavant a failli laisser la vie. J'ai foncé à près de 300 km/h droit dans le mur. Tout a explosé. J'étais en feu. C'était juste un miracle que je survive. Je me souviens d'être à l'hôpital quand Ayrton m'a téléphoné. Je lui ai dit, « La prochaine fois, Imola, il faut qu'on aille voir ce mur, parce que c'est vraiment terrible. Tu vas tellement vite, si tu heurtes ce mur, il sera difficile d'y survivre. » Et quand nous sommes retournés à Imola, Ayrton et moi sommes allés examiner ce mur, à l'endroit où j'avais eu mon accident, pour voir si on pouvait déplacer ce mur. Mais on a regardé derrière et on a vu qu'il y avait une petite rivière. On s'est regardé, on s'est dit qu'on ne pouvait pas le bouger à cause de cette petite rivière et on est reparti. Je pense qu'il est mort à 5 mètres de l'endroit où nous étions. Mais l'explication du seul virage laisse incrédules les fans et les experts. Seul un incident technique a pu causer l'accident. Et il a été très difficile de déterminer si la sortie de piste est due au bris de la colonne de direction, ce qui semble être le cas compte tenu de tous les éléments dont on disposait à l'époque, ou est-ce qu'elle s'est cassée après, mais on sait qu'il n'y a pas eu de défaillance humaine, que Senna n'était pas malade, qu'il ne s'est pas évanoui, que ce qui aurait pu être le cas, on le voit se battre avec sa voiture jusqu'au dernier moment, avoir une action sur le frein, sur l'accélérateur, sur tout ce qu'il pouvait faire. Et il l'a fait, mais ce qui le tue, c'est qu'il a la malchance de prendre dans le casque, dans la tête, un objet, enfin un bout de fer d'une suspension. Et s'il vous reste une seule image d'Ayrton, ça sera laquelle? Malheureusement, c'est 2-3 images le dimanche avant la course, c'est-à-dire le message du matin. Quand il est venu me voir à l'heure du déjeuner, 2-3 minutes, et puis cette poignée de main qui est quand même inhabituelle avant la course, mais je suis passé devant lui, on s'est regardé, on s'est serré la main, et je lui ai souhaité bonne chance, et je m'en veux presque encore. Que cela affecte un pilote comme Ayrton, qui était à l'abri de tout, qui était un peu l'archange, donc inatteignable finalement. On était très souvent dans le domaine du surhumain. C'était quelque chose qui nous faisait retomber de très haut, si vous voulez. On réalisait quelque chose d'impensable quelques instants avant.
Et là, on y était. On venait de tuer un homme. Et pour nous, dans le métier, c'est de faire courir des pilotes, c'est de faire du sport. C'était véritablement là de nature à nous faire poser des questions un peu fondamentales sur notre métier. Mais pourquoi on fait ce métier? Qu'est-ce que c'est que ce métier qui peut amener la mort? Il y aura un avant et un après Senna. Sa mort met fin à la course aux performances. Désormais, les moteurs seront moins puissants et les circuits moins dangereux. Il a fallu la mort de son plus grand champion pour que la Formule 1 fasse de la sécurité une priorité. Au Brésil, 3 jours de deuil national salueront la mort d'Ayrton Senna. Avant qu'il n'aille reposer pour l'éternité au cimetière de Morumbi, à Sao Paulo. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu, peut-on lire sur sa tombe, à l'ombre d'un ipé, cet arbre précieux d'Amazonie. Un peu d'ombre et de langueur pour celui qui n'aimait peut-être rien tant que la lumière et la vitesse.